Pierre Mollier vient de sortir, de publier chez Jean-Cyril Godefroy, sous la direction de collection de Frédéric Foucault, un superbe ouvrage, Curiosité maçonnique. Ma première question, c'est, est-ce Frédéric qui a proposé à Pierre Mollier ce titre? Non. Alors Frédéric m'a proposé de faire un recueil d'articles et du coup j'ai commencé à rassembler quelques articles et puis j'avais quelques sujets qui n'avaient pas encore été traités et donc c'était l'occasion de finaliser ces sujets pour, entre les articles et les nouveaux sujets, faire ce petit volume. Okay. Alors on va parcourir, si vous le voulez bien, cet ouvrage avec ces 12 articles et ces 12 curiosités. La première m'a surpris, c'est cette découverte archéologique de la pierre gravée de Marseille. Cette pierre, est-ce vraiment une pierre gravée maçonnique ou est-ce une pierre compagnonique? Alors cette pierre est une curiosité pour deux raisons. La première, c'est le support, qui est un des premiers documents maçonniques français qui soit gravé sur une pierre, c'est assez curieux. Et puis la deuxième raison, c'est que depuis quelques années, il y a un principe pour les historiens maçonniques, c'est que la franc-maçonnerie n'a aucun rapport avec le compagnonnage en France. Et globalement, c'est tout à fait vrai. Mais il y a un APAC, c'est-à-dire quelque chose qui n'arrive qu'une fois. Et effectivement, ce qui est singulier, c'est que cette pierre, elle montre que très tôt, dans les années 1740, eh bien, il y a des maçons qui ont été en contact avec des maçons de pratique, avec des compagnons. Et c'est pour ça qu'elle ouvre cette série de curiosités maçonniques. Est-ce que cette pierre gravée est historiquement avec un alphabet compagnonique ou un alphabet maçonnique? Alors, cette pierre gravée, elle est avec un alphabet maçonnique puisqu'elle renvoie au code que nous propose l'abbé Perrault dans l'ordre des francs-maçons trahis. Et donc, l'alphabet, il est maçonnique. Mais un certain nombre d'autres éléments, et puis le support lui-même, eh bien, renvoie à la maçonnerie de pratique, comme on disait au XVIIIe siècle, c'est-à-dire à la maçonnerie opérative. Alors, ma deuxième question sera un peu taquine. On va parler des divulgations des secrets des hauts grades par le frère Pince-Maille. Et alors, à cette époque, il a failli passer en justice maçonnique. Il est passé en justice maçonnique. Et alors, je me pose la question, quid de Pierre Mollier, qui a fait le régulateur du franc-maçon en 2004 et qui a fait les documents sur l'écocisme en 2012, est-ce que Pierre Mollier ne risque pas de passer en tribunal maçonnique? Peut-être, mais jusqu'à présent, il y a échappé, bien à tort d'ailleurs, mais on peut dire que le régulateur avait été publié dès 1803, donc le fait de le republier en 2005 était une infraction légère. Très intéressant, cette bagarre qui existe depuis tout temps entre l'écrit et l'oral. Et donc les Philalèthes, qui voulaient créer une bibliothèque extraordinaire, totalement synthétique, se sont un peu mis en porte-à-faux par rapport à Cagliostro. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi, comment? Alors, le débat entre les Philalèthes et Cagliostro, il est passionnant parce qu'il a encore un écho aujourd'hui. Donc les Philalèthes, et vous comprendrez que j'ai de la sympathie pour eux, pensaient que le nec plus ultra de la maçonnerie, c'était une bibliothèque rassemblant les documents, les secrets, les archives des grades, les rituels. Et donc les Philalèthes avaient constitué une bibliothèque extraordinaire. Et ils le disent à un moment, d'ailleurs, la connaissance de cette bibliothèque, c'est en quelque sorte une initiation. Et Cagliostro arrive et leur dit « Mais tout ça, ce ne sont que des papiers, brûlez tout, et ensuite on commencera à faire des choses sérieuses. » Alors ils ont beaucoup hésité parce qu'ils étaient très tentés par les secrets de Cagliostro. Et puis finalement, fort heureusement, ils ont renoncé à brûler cette bibliothèque qu'ils avaient mis des années à constituer. Dans une de vos curiosités, vous parlez de la bibliomanie qui peut conduire à la gradomanie. Et donc à l'époque, le frère Tori a découvert qu'il y avait plus de 800 secrets maçonniques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, la franc-maçonnerie s'enseigne par paliers, par degrés et donc par grades. Et c'est sa méthode. Mais comme toutes les bonnes choses, quand on en fait un certain excès, ça peut dégénérer ou ça peut développer des pathologies. Et alors, le cas que je présente est un cas quand même exceptionnel, mais
on connaît tous des frères qui ont le goût des grades, et qui, après des années de maçonnerie, sont prêts à refaire des dizaines de kilomètres et de nombreux efforts pour avoir un grade supplémentaire, un grade qu'ils ne connaissent pas. Et donc le frère Peuvray, à la fin du XVIIIe siècle, était un frère qui avait cette disposition, mais de façon un peu excessive, et donc qui a passé sa vie à collectionner les grades. Et nous avons une sorte d'empreinte, de témoignage sur cette gradomanie. Et je me suis amusé à faire un parallèle entre le bibliomane décrit par Charles Nodier, qui est une sorte de personnage un peu archétypal pour les gens qui collectionnent les livres, et donc ce gradomane, ce bon frère Peuvray, qui avait du temps et un peu de moyens, il faut le dire aussi, pour tout le temps découvrir de nouveaux grades. Oui, parce que j'ai cru comprendre que il y a eu pas mal de commerce fait sur les grades, sur les décors, sur les bijoux. Je ne dirais pas du mal du commerce des décors et des grades ici, mais il faut dire qu'effectivement, eh bien, les spiritualités, même les plus détachées des choses de ce monde, ont besoin de support, ont besoin de symboles, d'outils, etc. Et ces choses-là, ce sont des produits, le produit du travail, et donc il y a un négoce, il y a une production. Et alors c'est vrai pour les décors, mais c'est vrai pour les rituels. À l'époque, on pensait que les rituels ne devaient pas être imprimés, donc ils étaient copiés. Il fallait payer les copistes, et donc il y avait alors un trafic, le mot est un peu excessif, et dans certains cas il était un peu justifié, mais en tout cas il y a eu un commerce des rituels, des grades, dès le XVIIIe siècle. Alors, Fourier, quelle drôle d'histoire. Fourier qui s'intéresse via le phalanstère à la maçonnerie et qui pense que la franc-maçonnerie est une secte voluptueuse et religieuse. Alors, comment peut-il penser ceci de la maçonnerie ? Alors, d'abord, quand Fourier dit que la maçonnerie est une secte voluptueuse et religieuse, il faut le resituer dans le contexte de l'époque. Au XIXe siècle, le mot secte n'a pas de côté péjoratif. Ça veut simplement dire une petite église, une petite communauté qui est détachée du courant principal. Alors pourquoi est-ce que cette petite communauté est voluptueuse et religieuse? Elle est voluptueuse au sens de la fraternité, de l'agapé, et donc pour Fourier, vous savez qu'il veut fonder sa nouvelle société sur une réforme sociale, mais aussi libérer les mœurs, les censures, etc. Et il trouve que la maçonnerie, qui fait appel justement à cette inclinaison qu'on a pour l'autre, développe le sentiment social. Et il trouve que cette institution qui développe le sentiment social, l'intérêt pour l'autre, c'est quelque chose de très important. Et religieuse, c'est aussi un peu dans le sens de relier, de mettre ensemble. Et donc l'expression aujourd'hui sonne de façon curieuse, et c'est pour ça que je me suis permis de la mettre en avant.